Voici le vol 705 de FedEx. Il s'agit d'un vol réglementaire entre Memphis, Tennessee et San Jose, Californie. Mais contre toute attente, un assaillant attaquera l'équipage. Le vol 705 n'atteindra jamais sa destination. Les enquêteurs découvriront le plan méticuleux d'un homme désespéré. Le 7 avril 1994, siège social de Federal Express à Memphis, au Tennessee. L'entreprise livre plus de 2 millions de colis par jour dans 171 pays. Les délais sont courts. À l'aéroport de Memphis, les conditions de vol sont idéales. Le vol 705 en direction de San Jose décollera sous peu avec à son bord 3 membres d'équipage. Has the afternoon flight to San Jose got any jump seaters on it? None at all? Auburn Calloway, 42 ans, est un mécanicien de bord. Il cherche une place à bord du vol 705 pour régler une affaire personnelle pressante. Thanks. Les employés de FedEx ont le privilège de voler gratuitement comme passagers à bord des vols de l'entreprise. Le mécanicien de bord Andy Peterson, 39 ans, est le premier membre de l'équipage à monter dans l'avion. Andy Peterson. Auburn Calloway. La présence d'Auburn Calloway le surprend. Je croyais que l'on avait appelé un deuxième mécanicien de bord par erreur. Je lui ai demandé s'il venait à San Jose avec nous. Il m'a répondu que oui, mais comme passager. Andy Peterson, employé de FedEx depuis 5 ans, constate une anomalie en se préparant pour le vol. Le disjoncteur de l'enregistreur de conversation du poste de pilotage, le CVR, est en position éteint. Il le remet en place. Le CVR enregistre toutes les conversations à l'intérieur du poste de pilotage et joue un rôle important durant les enquêtes sur les catastrophes aériennes. Aucun avion commercial ne peut s'envoler sans cet enregistreur. Le disjoncteur sortait du panneau. Il n'était pas enfoncé. L'enregistreur de conversation ne fonctionnait donc pas. Jamais cela ne s'était produit auparavant, et j'ai trouvé ça bizarre. David Sanders, le pilote de 49 ans, et son copilote de 42 ans, James Tucker, se préparent à leur tour pour le départ. Auburn Calloway. You mind if I hop around with you guys, California? No, not at all. I don't see any problems today. Everything looks good. You play the guitar. I play at it. Il était très calme et il n'y avait rien d'anormal. J'ai aperçu un étui de guitare, mais j'ai rapidement gagné le poste de pilotage puisque nous avions encore beaucoup de préparatifs à effectuer. La situation n'a pourtant rien de normal. L'équipage ignore qu'Auburn Calloway et son équipe devaient initialement piloter ce vol. Mais la veille, ils ont dépassé d'1 minute leur limite d'heure de vol. On les a donc remplacés. Toutefois, Calloway tenait absolument à prendre le vol 705. I think she'll fly. All the nuts and bolts are in? En regagnant le poste de pilotage, j'ai constaté que le disjoncteur était ressorti. Je l'ai enfoncé de nouveau. Je n'ai pas appelé le service d'entretien tout de suite. Je voulais voir s'il allait rester en place. Sinon, j'allais appeler le service d'entretien car on ne peut pas s'envoler sans un CVR. Si le CVR est éteint, il n'enregistrera pas les conversations à l'intérieur du poste de pilotage. You want to fly this leg of the trip, or do you prefer the return trip? You never know when you're going to get another chance. J'ai rencontré James Tucker cet après-midi-là. Il travaillait pour FedEx depuis 10 ans. D'ailleurs, il avait déjà enseigné les techniques de vol du DC-10. Andy Peterson et moi avions effectué un vol à Paris ensemble. Les hommes font équipe pour la première fois. James Tucker et David Sanders sont des ex-Marines. David Sanders travaille pour FedEx depuis 20 ans. James Tucker, marié et père de 3 enfants, est employé de FedEx depuis 10 ans.
Auburn Calloway leur est inconnu, tout comme les raisons de sa présence à bord du vol 705. Express 705, heavy runway 27, clear for takeoff. Express 705 cleared for takeoff. Lights if you want them. I mean clocks if you want them. Lights are coming on. We'll get the vertical speed wheel here in a minute. How's the checklist look? All right, before takeoff is complete. Your airplane? Set standard power, please, before they change their mind. Power is set. Knots. That checks? V1, rotate. Positive rate. Gear up, please. Le vol 705 de FedEx s'envole vers l'ouest. Il fait beau en Californie. Si tout se déroule comme prévu, les hommes seront de retour à Memphis dans 10 heures. Mais derrière eux, Auburn Calloway compte mettre en œuvre son plan auquel il songe depuis plusieurs jours. Ce brillant joueur d'échecs a planifié minutieusement chacun de ses gestes. Le changement d'horaire de dernière minute a presque fait échouer son projet, mais Auburn Calloway ne s'est pas laissé abattre pour autant. Ce matin-là, il a légèrement modifié son plan. Il doit faire réparer sa sacoche de vol. Il la remplace donc par un étui de guitare. En tant qu'employé, il risque peu de se faire fouiller et l'étui de guitare n'éveillera pas les soupçons. Cet homme a accompli ce que nul autre Afro-Américain n'avait réussi auparavant. Auburn Calloway a obtenu son diplôme de l'université Stanford en 1974. Il est devenu un pilote chevronné de la marine américaine, puis un pilote commercial. Pourtant, depuis 5 ans, il travaille chez FedEx comme mécanicien de bord. Auburn Calloway était très intelligent et ambitieux. Il atteignait tous ses objectifs. Il aurait pu avoir une grande carrière. Il était marié et père de famille. Il était très près de représenter le rêve américain, avec une famille américaine parfaite. Avant d'aller à l'aéroport, Auburn Calloway laisse des documents importants sur son lit, dont son testament. Le vol 705 de FedEx a quitté Memphis il y a quelques minutes. Il se trouve présentement à une altitude de 5800 mètres et grimpe encore. James Tucker profite du beau temps et pilote l'avion manuellement. À quelques mètres de lui se trouve Auburn Calloway, frustré par les obstacles à sa brillante carrière et la triste fin de son mariage. Nines and twos here. After takeoff is complete. Calloway s'apprête à réaliser son plan diabolique. Dans son étui de guitare se trouvent des marteaux et un fusil harpon. Il prépare ses armes à l'abri des regards de l'équipage. Il doit agir rapidement. Sa vitesse et sa force joueront un rôle important dans le succès de son plan. Calloway est un ex-pilote de la marine et un expert des arts martiaux, deux métiers qui exigent la vitesse et la force. Son plan initial était de neutraliser les 2 autres membres de son équipe, dont une femme. Cela aurait été beaucoup plus facile que d'affronter l'équipage du vol 705. No, I live in Fisherville. Fisherville. Great spot. La porte du poste de pilotage était ouverte. Auburn Calloway est entré en levant le bras. Je l'ai aperçu du coin de l'œil. Je croyais qu'il venait nous parler. Oh, shit!
La douleur était atroce. Je souffrais énormément. Je n'ai jamais perdu conscience, mais j'ai perdu mes moyens pendant environ 45 secondes. Un coup à la tête peut secouer le cerveau et empêcher momentanément les neurones de fonctionner. Il peut en résulter un simple étourdissement, mais parfois les dégâts sont irréparables. Dans le cas de M. Tucker, il était incapable de réagir, mais savait ce qui se passait autour de lui. Je me suis effondré dans mon siège. Il m'a regardé droit dans les yeux. Il croyait m'avoir neutralisé. Et il s'est dirigé vers mon collègue. Les hommes sont stupéfaits. J'ai vu son visage, puis un objet qui se dirigeait vers moi. Je n'ai décelé aucune émotion, que ce soit de la haine ou de la colère. Il nous menaçait, mais je ne savais pas pourquoi. C'était terrifiant. On ne s'attend jamais à ce que l'un de nos collègues nous attaque de cette façon. Les hommes sont blessés grièvement. Calloway quitte le poste de pilotage. Malgré leurs blessures, Andy Peterson et James Tucker réagissent immédiatement. Mais Auburn Calloway n'a pas terminé. Son fusil harpon est une arme mortelle. Sit down! Sit down! Get back to your seats! This is a real gun, and I'll kill you! Mes oreilles bourdonnaient et je peinais à garder mon équilibre. J'ai vu le fusil harpon et j'ai tenté de lui enlever. J'ai mis la main sur le harpon. Celui-ci dépassait du fusil d'environ 10 cm. Je l'ai saisi et j'ai fait de mon mieux pour ne pas le lâcher. James Tucker surprend Calloway en tirant sur le manche. L'avion se met à grimper à un angle de 15 degrés. Cela suffit pour déséquilibrer Peterson et Calloway. Les deux hommes tombent dans l'office. Je détenais entre mes mains l'arme la plus puissante, les commandes de l'avion. James Tucker est non seulement un ex-pilote de la marine, mais un expert des avions de combat A4. Son expérience comme pilote de chasse jouera un rôle important au cours des prochaines minutes. J'ai réagi à la situation comme si elle nécessitait une manœuvre de combat. Dans les forces navales, j'ai appris à engager le combat avec le bogey, l'ennemi. Ceci nous permet de prévoir et de contrôler chacun de ses gestes pour ensuite le neutraliser. Mais le copilote ne fait que commencer. Il fait chavirer l'appareil en espérant désarmer Auburn Calloway. Les hommes sont projetés contre la paroi gauche de l'avion. Je savais que je devais effectuer une manœuvre brusque et soudaine pour le surprendre. Le copilote ne sait pas si ces manœuvres viennent en aide à ses collègues qui tentent de maîtriser Auburn Calloway. La lutte se poursuit. Les hommes sont coincés contre la paroi de l'avion. Blessés et saignant abondamment, ils sont épuisés. Le copilote continue de renverser l'avion tout en gardant un contact visuel par la fenêtre du poste de pilotage. J'ai pivoté l'avion jusqu'à ce qu'il soit à la verticale. Je ne pouvais pas le renverser complètement, sinon je n'aurais plus rien vu. Le poste de pilotage n'est pas muni d'une verrière. Les fenêtres sont grandes, mais si l'avion est sans dessus-dessous, on ne voit plus grand-chose. J'ai pivoté à 140 degrés, ce qui me permettait de voir à l'extérieur malgré le nez de l'appareil. Pour déséquilibrer Auburn Calloway, James Tucker pivote l'avion à 140 degrés. Les avions commerciaux ne doivent jamais dépasser un angle de 60 degrés. Les hommes poursuivent leur combat au plafond de l'appareil.
Calloway parvient à asséner un coup de marteau sur la tête de David Sanders. Tucker décide d'effectuer une descente abrupte, une manœuvre risquée et audacieuse. La force G projette les hommes le long du plafond jusqu'au rideau anti-fumée. L'avion vole à une vitesse fulgurante et il n'est pas conçu pour supporter les manœuvres exigeantes de James Tucker. Les DC-10 ne doivent pas voler si vite. L'appareil risque d'être pulvérisé. L'indicateur de vitesse était à son maximum. Il a atteint ce qu'on appelle l'aiguille zébrée. Il ne pouvait pas aller plus loin, mais je savais que je volais plus rapidement. Le vent qui fouettait le poste de pilotage causait un bruit très fort que l'on n'entend pas normalement dans ce genre d'appareil. L'avion frôle la vitesse du son, ce qui perturbe l'écoulement de l'air au-dessus du stabilisateur. Les gouvernes de profondeur oscillent de part et d'autre. Si l'oscillation augmente, elle risque de devenir impossible à manœuvrer et l'avion s'écrasera au sol. Je devais redresser l'appareil pour l'empêcher de se désintégrer. Mais sa blessure à la tempe gauche paralyse le côté droit de son corps. Jusqu'à présent, la vitesse a joué un rôle important, mais James Tucker réalise enfin pourquoi l'avion vole si rapidement. Les manettes de poussée sont au pilote automatique depuis le décollage. Le DC-10 plonge vers le sol et ses moteurs tournent à fond. Le pilote doit lâcher le manche et tirer les manettes de poussée de la main gauche. Les moteurs tournent plus lentement, mais la situation demeure précaire. Malgré toutes les manœuvres du copilote, Auburn Calloway a encore le dessus sur ses adversaires. Il m'a frappé une troisième fois à la tête. J'ai presque perdu conscience. À ce moment, j'ai songé que l'on ne s'en sortirait peut-être pas. Tucker redresse l'appareil. L'oscillation des gouvernes augmente. Les panneaux de compensation, les contrepoids qui aident le pilote à manipuler les gouvernes, cèdent et froissent la tôle du stabilisateur. Si James Tucker tire le manche trop rapidement, la surface de la section arrière de l'appareil risque de céder. Sanders est épuisé. Peterson, dont l'artère temporale est sectionnée, saigne abondamment. Malgré tout, il maîtrise leur assaillant. Lorsque James a redressé l'appareil, la force G s'est réduite considérablement. J'ai réussi à retirer le marteau de la main d'Auburn Calloway en tirant de toutes mes forces à deux mains. Sanders croit enfin avoir le dessus. Pour le moment, l'avion est stable. Une minute après l'attaque, James Tucker appelle pour la première fois le contrôle aérien de Memphis. Center emergency. Le contrôleur aérien Kent Fleshman et un stagiaire reçoivent l'appel de détresse de James Tucker. Aircraft with emergency, say again. Center. Aircraft with emergency, say again. Listen to me. It's Express 705. I've been wounded. We've had an attempted takeover and Aboard the airplane. Give me a vector, please. Back to Memphis at this time. Hurry. Express 705, fly heading 095, direct Memphis. 095. direct to Memphis. Get me an ambulance and alert the airport facility. Hey, Memphis, you still with me? Affirmative 705, descend and maintain 10,000. Kent Fleshman agit comme si l'assaillant avait une arme à feu. Au cas où un projectile endommagerait le fuselage, il ordonne au pilote de maintenir une altitude de moins de 3000 mètres pour éviter une décompression explosive. Les hommes se battent encore dans l'office. James Tucker se sert de nouveau de sa seule arme, l'avion.
La manœuvre projette une fois de plus les hommes contre la paroi de l'appareil. Look, just keep talking to me. Okay? Express 705, affirmative. If you need an ambulance, stand by and we'll get that for you. Yeah, we need an ambulance, and we need armed intervention as well. Make sure and notify the SWAT team. He's asking for armed intervention. Puisque le pilote exige une intervention armée, Kent Fleshman sait que la situation est précaire. James Tucker demande que l'équipe tactique prenne l'avion d'assaut dès son atterrissage. Fleshman joint le contrôleur d'approche de Memphis. We have an emergency. Express 705. He's had an attempted takeover on the aircraft. He's had an attempted takeover? Okay. Radar contact. Put him on 119.1. Paul Candolino, un contrôleur aérien de 44 ans, aperçoit le vol 705 sur son écran radar et constate une anomalie. L'avion s'éloigne de l'aéroport. L'assaillant a-t-il pris le contrôle de l'appareil? Un employé de FedEx vient d'attaquer ses collègues à bord du vol 705. L'équipage lance un appel de détresse. Les contrôleurs aériens, impuissants, constatent que l'avion s'éloigne de l'aéroport. À bord de l'appareil, les hommes tentent tant bien que mal de maîtriser leur assaillant. Le copilote James Tucker utilise au maximum la seule arme qu'il possède, le DC-10. Il renverse l'avion et s'éloigne de l'aéroport. Se fiant à son expérience militaire, James Tucker effectue des manœuvres imprévisibles pour déconcerter Auburn Calloway. J'étais seul aux commandes de l'avion. Les autres se battaient. Je ne savais pas qui avait le dessus. C'est le seul moment où j'ai laissé libre cours à ma peur. Je croyais qu'Auburn Calloway allait gagner. 3 minutes et demie après l'attaque, Auburn Calloway, blessé et pris au piège, refuse toujours de céder le harpon. J'étais furieux. Lorsque je l'ai frappé, je voulais l'empêcher de se battre. Je ne voulais pas le tuer, juste le blesser suffisamment pour l'immobiliser. Je lui ai donc asséné un coup de marteau de toutes mes forces. David Sanders et Andy Peterson maîtrisent momentanément Auburn Calloway. Le commandant de bord demande l'aide de son copilote, mais ce dernier est aux commandes de l'appareil. I've contact Memphis approach on 119.1. They are aware of your emergency. Request a single frequency approach. Single frequency approach, roger. We'll pass that along. 119.1. Put it on autopilot. Come on, Jim, quick! Get back here. Jamais on ne m'avait donné un ordre aussi bizarre. Laissez-moi vous expliquer la situation. Je pilotais l'avion, mais on me demandait de quitter le poste de pilotage. Premièrement, je devais me lever. Je craignais en être incapable. Je savais que ce serait très difficile. James Tucker souffre d'une fracture du crâne et le côté droit de son corps est paralysé. Il démarre le pilote automatique et tente de prêter main forte à ses collègues. Okay, wait a minute, I'm coming. Mais les gyroscopes ne sont pas suffisamment stables pour démarrer le pilote automatique. Okay. Plus personne ne pilote l'avion. 705 Heavy, how do you hear? Paul Candolino tente de joindre l'équipage du vol 705, mais personne ne répond. Selon l'écran radar, l'avion se dirige vers le nord, puis l'ouest et enfin vers le sud-ouest. Il s'éloigne de l'aéroport. Le silence se fait lourd. Que se passe-t-il à bord du DC-10? Je me suis dirigé vers mes collègues. Une scène effroyable m'attendait. Tous les trois étaient couverts de sang. Auburn Calloway gisait par terre. Il y avait des papiers partout. Le siège du passager était déchiqueté. Il y avait des traces de pas ensanglantés au plafond. Les dégâts étaient considérables. Sanders désarme Calloway et remet le fusil harpon à Tucker.
You move, I'll kill you. You keep him contained. I'm going to get the airplane. Go get the airplane. I'm going. Il décide que David Sanders, le commandant de bord, pilotera l'avion jusqu'à Memphis. Tucker veut éloigner les armes de Calloway. Pour ce faire, il demande à Sanders de les apporter dans le poste de pilotage. En cas d'urgence, le commandant de bord doit prendre les commandes de l'avion. Mais j'étais en piteux état. Je ne savais même pas dans quelle direction on se dirigeait et j'ignorais la condition de l'appareil. Mais tout semblait normal. Ma tête saignait abondamment et je ne voyais plus rien de mon œil gauche. Je croyais que c'était terminé. J'avais frappé Auburn Calloway de toutes mes forces à 4 reprises avec un marteau. Il était immobile, il saignait. Je croyais qu'il était grièvement blessé. Tucker ne sent plus sa main sur le harpon. Ses blessures à la tête ont causé un caillot de sang au cerveau qui endommage son sens du toucher. Let me up! Let me up! I won't fight anymore! Please, I can't breathe! Malgré ses nombreuses blessures au crâne, Auburn Calloway est encore menaçant. James Tucker et Andy Peterson ne peuvent pas lui faire confiance, mais ils perdent rapidement leur force. David Sanders, en sécurité dans le poste de pilotage, doit atterrir le plus vite possible. Memphis, can you hear me? Is this Express 705 Heavy? 705 Heavy, yes. Express 705 Heavy, Memphis. Roger, I do hear you. You can proceed direct to Memphis if able. Expect runway 9er. The altimeter is 30.29er. You understand we're declaring an emergency. We need security to meet the airplane. We'll stop on the runway if we can. Le commandant Sanders a égaré ses lunettes et le sang lui bloque la vue. Il croit se diriger vers l'aéroport, mais c'est faux. L'avion se dirige vers le sud-ouest et s'éloigne de Memphis à plus de 550 km/h. Roger. Express 705 Heavy, is the situation under control or is it still in progress? We appear to have it under control. Paul Candolino veut prévenir le pilote, mais craint que l'équipage ne tente de duper l'assaillant en s'éloignant de l'aéroport. Express 705 Heavy, are you able to turn toward the airport? Yeah, give me a vector. 100 Vector Memphis. Sanders éteint le pilote automatique et se dirige vers l'aéroport. We're turning to the airport now. Pour le moment, l'équipage semble avoir maîtrisé la situation, mais le drame est loin d'être terminé. Les services d'urgence de l'aéroport de Memphis se mobilisent. We need security to meet the airplane. We'll stop on the runway if we can. Le vol 705 de FedEx atterrira sous peu suite à une tentative de détournement par l'un des employés. Tous les membres de l'équipage sont grièvement blessés. David Teague est l'un des premiers ambulanciers à arriver sur les lieux. On a diffusé l'appel du contrôle aérien de Memphis par les haut-parleurs. Je venais d'arriver et je n'ai pas bien compris. Mais j'ai entendu le mot « détournement ». On m'a dit que quelqu'un avait tenté de détourner l'avion. On nous a envoyés sur la piste d'atterrissage pour l'attendre. L'avion se dirige vers l'aéroport de Memphis, où une autre difficulté attend l'équipage. L'appareil surpasse de 16 000 kilos le poids d'atterrissage idéal et son réservoir d'essence est presque plein. Durant la plupart des atterrissages d'urgence, il est possible de larguer l'essence supplémentaire, mais le pilote sait que les manettes nécessaires sont trop loin pour qu'il puisse les actionner en toute sécurité. Les manettes de largage carburant se trouvent à l'arrière du poste de pilotage, sur le tableau mécanicien navigant. Il est donc impossible pour le commandant de bord de larguer le carburant tout en pilotant l'appareil. L'attaque dure depuis plus de 15 minutes. Auburn Calloway refuse d'abandonner. Il rampe jusqu'au banc des passagers, alors que Tucker et Peterson tentent de le retenir. Il espère réussir à se lever et reprendre le dessus sur ses adversaires. Il ne devait surtout pas regagner le poste de pilotage.
sinon on allait mourir. On devait l'en empêcher à tout prix. À environ 2000 mètres d'altitude, ils ont recommencé à se battre derrière moi. Auburn Calloway était toujours aussi fort. La bataille était si violente que j'ai décidé de stabiliser l'appareil, d'allumer le pilote automatique et d'aller tuer moi-même Auburn Calloway. Je croyais qu'il s'agissait de la seule solution. Le DC-10 est à moins de 40 km de l'aéroport de Memphis. Le pilote inquiet décide de mettre fin au combat une fois pour toutes. Je me suis levé d'un bond. James Tucker m'a dit qu'il croyait avoir maîtrisé Auburn Calloway. Je lui ai demandé s'il en était certain. Il m'a dit qu'il croyait l'avoir maîtrisé. J'ai regagné le siège gauche du poste de pilotage pour continuer la descente vers l'aéroport. Express 705 Heavy, verify the situation is still under control? Yeah, it's sort of under control. The wind is 030 with 5, clear to land runway 9er. Le pilote doit surmonter un nouveau problème. Sa vitesse d'approche est encore trop élevée, puisqu'il a quitté son siège pendant un instant. L'appareil vole trop haut et trop rapidement. David Sanders ne pourra pas ralentir à temps pour atterrir sur la piste 09. I'm coming around to 36 left. La piste 36 gauche mesure 2800 mètres. Elle est plus longue, mais perpendiculaire à la trajectoire de vol du DC-10. Pour y atterrir, le pilote devra effectuer quelques virages. Ce sont des manœuvres ordinaires pour un avion de chasse ou un avion poudreur, mais pour un pilote blessé aux commandes d'un DC-10 surchargé, ces manœuvres sont presque impossibles. Sanders doit effectuer un virage à 90 degrés vers la droite, voler perpendiculairement à la piste d'atterrissage, puis faire un virage serré de 180 degrés. L'appareil a fait un virage serré comme un avion de chasse. Puis, il volait si bas qu'il est disparu derrière l'aérogare. Je croyais qu'il s'était écrasé puisque l'on effectuait des réparations à cet endroit. On a aperçu de la fumée au sud. On se dirigeait dans cette direction. Un marteau gît sur le sol de l'office. Les hommes tentent de s'en emparer. Si Calloway y parvient, il prendra le dessus sur ses adversaires. David Sanders a effectué un virage de 90 degrés et suit une trajectoire parallèle à la piste 36. Le pilote déploie les volets hypersustentateurs et le train d'atterrissage, mais son approche est encore trop rapide. Les systèmes d'alarme informatisés le bombardent d'avertissements. La piste 36 mesure près d'1 kilomètre de plus que ce qui est normalement nécessaire à un DC-10 pour atterrir en toute sécurité. Mais le vol 705 est plus lourd que prévu. La piste risque d'être trop courte. Après 20 minutes, Andy Peterson réussit pour la première fois à saisir le marteau, mais il a perdu beaucoup de sang et s'affaiblit rapidement. Je suppliais Andy de le frapper. Je lui ai dit qu'il devait le faire. Sinon, il allait nous tuer. Je l'ai regardé vaguement. Je ne savais pas de quoi il parlait. Il m'a regardé comme un père qui regarde son fils et m'a dit « Tu dois le frapper. » Le DC-10 survole la piste à 212 nœuds. David Sanders espère que les pneus n'éclateront pas et que l'appareil demeurera sur la piste. Les 10 pneus résistent à l'impact. Le commandant Sanders atterrit à 300 mètres du bout de la piste. L'équipage du vol 705 a enfin touché le sol, mais le danger les guette encore.
Blow the door! La glissière d'évacuation est recouverte de talc pour faciliter son déploiement. Par contre, ceci la rend très glissante, ce qui a compliqué notre tâche. Les policiers et les pompiers ont tenté de grimper à bord. Un des pompiers a réussi. Je l'ai agrippé pour l'aider. Who's the bad guy? That's the attacker. Le plancher, le plafond et les sièges étaient maculés de sang. You got any handcuffs? If not, you better get some, because that son of a bitch is still dangerous. I need handcuffs. Can you throw me some handcuffs? Stand here in the middle of the chain. Ouch! Get your foot off! You're hurting me! Ow! Sanders retient Calloway pendant que Teague examine Peterson, dont le pouls est presque imperceptible. Ce dernier quitte l'avion le premier. David Sanders est le dernier membre de l'équipage à quitter les lieux. Je me sentais euphorique tandis que j'attendais à l'entrée de l'avion. Je n'ai jamais ressenti un tel soulagement depuis. J'avais l'impression d'avoir remporté une énorme victoire. Grâce au courage de son équipage, un DC-10 de FedEx a atterri à Memphis en toute sécurité. Les 3 hommes ont survécu à l'attaque d'un collègue de travail, mais ils sont grièvement blessés. Le cerveau de James Tucker, le copilote, contient des fragments d'os. Andy Peterson, le mécanicien de bord, saigne abondamment et sa vie ne tient qu'à un fil. Ils sont dans un état critique. On les emmène immédiatement au centre hospitalier régional de Memphis. David Sanders, le pilote, partage une ambulance avec James Tucker. Ce n'est qu'à ce moment qu'il réalise la sévérité des blessures de son copilote. On emmène Calloway attaché à sa civière et sous surveillance au même centre hospitalier. Une question reste encore sans réponse. Pourquoi a-t-il attaqué les membres de l'équipage du vol 705? Le mystère se dévoile peu à peu. Divorcé depuis 1990, Auburn Calloway doit subvenir aux besoins de son ex-épouse et de ses 2 enfants. Il veut garantir leur avenir financier. Il se souciait énormément du bien-être de ses enfants et tenait à tout prix à ce que leur enfance soit meilleure que la sienne. En fouillant l'appareil, les enquêteurs découvrent les preuves d'un attentat suicide. Une lettre écrite par Auburn Calloway à son ex-épouse. Cher Pat, j'ai vécu ma vie pour vous. Je me suis toujours soucié de votre bien-être. Mais comment amasserai-je assez d'argent pour que Keila et Bernie puissent étudier à Stanford? Sa situation financière l'obsédait. Il se souciait du bien-être de ses enfants. Je crois aussi que son mariage lui tenait à cœur, même s'il était divorcé au moment du drame. Mais il était sûrement un mari difficile. La vie d'Auburn Calloway n'est qu'une série de déceptions. Son mariage raté, les frais de scolarité de ses enfants qu'il ne pouvait se permettre, son poste de mécanicien de bord d'un avion cargo, malgré son talent exceptionnel de pilote. Et cet emploi semblait précaire. Le lendemain de l'attaque, Calloway devait répondre à des accusations de FedEx concernant de fausses informations fournies à l'entreprise. Durant notre enquête, nous avons découvert qu'Auburn Calloway avait surestimé ses heures de vol. FedEx surveillait la situation de près. Calloway craint de perdre son emploi. À 42 ans, sa carrière risque de prendre fin. Il emploie donc les grands moyens. Il voulait assurer le bien-être financier de ses enfants et échapper à la douleur qu'il ressentait. Il croyait perdre son emploi, ce qui lui empêcherait de subvenir aux besoins de ses enfants.
Mais il savait que s'il perdait la vie accidentellement, sa famille en bénéficierait financièrement. Auburn Calloway encaisse tous ses fonds et envoie 54 000 $ à son ex-épouse. Mais s'il meurt dans un accident de travail, son assurance-vie pourrait lui rapporter 2,5 millions de dollars. J'aimerais mieux choisir le moment et le lieu de ma mort. Il y a quelque temps, j'ai décidé de mettre fin à mes jours si mon avenir ou ma carrière était menacé. Le temps est venu. Auburn Calloway décide de simuler un accident en causant un écrasement d'avion. Les enquêteurs ont découvert une sinistre machination. Auburn Calloway, employé chez FedEx, a attaqué ses collègues de travail en plein vol. Il tentait sans doute de causer un écrasement afin que ses enfants bénéficient d'une indemnité d'assurance. Mais l'argent de l'assurance-vie ne peut être versé que si Auburn Calloway meurt accidentellement. C'est probablement pour cette raison qu'il a choisi de s'armer de marteau et d'un fusil harpon plutôt que d'une bombe ou d'une arme à feu. On n'aurait jamais décelé la différence entre les blessures causées par un marteau et celles subies pendant un écrasement d'avion. Durant la semaine précédant le drame, Auburn Calloway a préparé sa mort en mettant ses affaires en ordre. Calloway a pris la peine de changer son testament avec l'aide d'un avocat. Il a laissé son testament sur son lit où il était facile de le trouver. Mais pour effacer toute trace des circonstances d'un écrasement d'avion, on doit éteindre l'enregistreur de conversation de poste de pilotage ou le CVR. I think she'll fly. As long as all the nuts and bolts are there. Yeah. Même si le mécanicien de bord rallume l'interrupteur, les enregistrements ne durent qu'une demi-heure. Si Auburn Calloway parvient à prendre le contrôle de l'appareil, il n'a qu'à rester dans les airs pendant une demi-heure pour effacer les enregistrements compromettants. Le vol 705 a duré une demi-heure, mais son impact sur l'équipage se fait toujours sentir. On l'a accusé de tentative de piraterie aérienne. Il risquait d'encourir une peine d'emprisonnement allant de 20 ans à la prison à perpétuité. Le jury rejette le plaidoyer d'aliénation mentale d'Auburn Calloway et le 11 août 1995 le condamne à la prison à vie. Il purgera sa peine dans un pénitencier fédéral sans possibilité de libération conditionnelle. Les membres de l'équipage du vol 705 sont de véritables héros. Malgré leurs graves blessures, ils ont mis fin au plan sordide d'Auburn Calloway. Voici un modèle de ma voûte crânienne. Auburn Calloway m'a frappé sur l'os pariétal gauche. Pendant 1 an et demi, mon crâne était percé comme ça. Il m'a fallu 2 ans et demi pour guérir complètement. J'ai dû réapprendre à marcher, à parler et à mâcher. J'ai subi 3 interventions chirurgicales majeures. Je l'ai opéré 3 fois après l'accident et je l'ai suivi tout au long de sa réhabilitation. Les médecins ont fabriqué une pièce pour combler le trou. Cette pièce correspondait parfaitement à la forme et à l'épaisseur de mon crâne. Il s'agit d'acrylique que l'on insère lors d'une chirurgie pour remplacer les tissus durs. Le 26 mai 1994, les membres de l'équipage du vol 705 méritent la médaille d'or de l'Association internationale des pilotes de ligne pour leur bravoure. Il s'agit de la plus grande récompense accordée à un pilote civil, mais les séquelles de leurs blessures les empêchent de reprendre leur poste à bord d'un appareil commercial. Je croyais pouvoir surmonter cette épreuve. Mais je dois prendre des médicaments pour prévenir les convulsions. Il est interdit pour un pilote de consommer des médicaments. Puisque je devrais prendre ces médicaments pour le reste de mes jours, je ne pourrai plus jamais piloter un avion.
Mon emploi me manque terriblement. Chaque fois que je vois un avion, je me demande où il se dirige. Je m'ennuie. Mais je suis heureux d'avoir survécu et de me retrouver avec ma famille. Je m'ennuie de la fraternité entre les pilotes. Elle me manque énormément.